C'est un geste ultime d'un pilote qui se sait en danger, qui voit son appareil plonger et qui n'a plus aucun espoir de récupérer la situation, déclencher son siège éjectable. Les pilotes de chasse sont formés à ce geste, mais ils ne sont que 700 à avoir été contraints de le faire en France. Parmi eux, le commandant Alexandre. Il a dû s'éjecter de son Mirage alors qu'il survolait l'Afghanistan il y a 10 ans. Dorothée Oliéric et Soigny Thiebaud ont recueilli son témoignage impressionnant. Cette journée, elle commence comme toutes les autres du détachement. On est concentré sur notre mission, on monte petit à petit en pression, à mesure qu'on s'équipe, qu'on fait ce tour avion, qu'on s'installe, qu'on s'arnache, on met le casque, on s'isole petit à petit. En fait, on est dans une bulle qui se resserre, jusqu'à fermer la verrière. Donc vous décollez, qu'est-ce que vous voyez? Parlez-moi de ce décor du théâtre afghan. C'est un paysage bicolore, du bleu, un bleu d'un ciel profond, et une terre couleur ocre. Et on se dit, c'est dommage que ce soit un pays en guerre. On est lancé à pleine vitesse au ras du sol pour faire une démonstration de force au-dessus des insurgés qui sont en train de prendre à partie nos copains. Alors là, tout d'un coup, c'est la panne. Le moteur s'arrête d'un coup, on sent une grosse explosion qui secoue toute la cellule, et d'un coup on est comme projeté en avant, parce que l'élan de l'avion s'arrête. On perd 50 à 100 km/h par seconde quasiment, c'est comme un gros freinage. On a la plupart des voyants qui sont allumés, on se rend compte que le moteur ne fait plus de bruit. En fait, on est en planeur. On entend presque les filets d'air qui passent de part et d'autre de l'avion. On comprend la décision de s'éjecter au bout d'une petite minute, quand on voit qu'il n'y a plus rien à faire. À ce moment-là, oui, on ressent de la peur, oui. De se dire qu'on va basculer sur une procédure qui est un saut dans l'inconnu. Comment on s'éjecte? Pour s'éjecter, c'est très simple, il suffit de tirer une poignée. Je sors de l'avion, alors j'ai l'impression qu'on m'attrape, que j'ai un colosse qui m'a attrapé par les épaules, qui me tire d'un coup sec. J'ai le sentiment de tournoyer en l'air, j'ai les yeux fermés, j'ai l'impression que je vais me démantibuler tellement c'est fort. Donc là je vois mon avion qui est peut-être 100-200 mètres devant moi, qui s'éloigne tout seul avec une grosse flamme qui sort du moteur. C'est une vision un peu surréaliste à ce moment-là, parce que moi, j'ai jamais vu mon avion en vol de l'extérieur. Je pense que c'est pas le cas de grand monde. Bon, il va pas aller très loin, mais je sais que là, ça y est, je vais finir à pied par contre. J'atterris assez violemment par terre, et ensuite, je fais un bilan, et effectivement, je suis entier. Je me palpe un peu les articulations, pour vérifier que l'adrénaline n'est pas en train de me cacher une mauvaise fracture ou quelque chose comme ça. On voit des corps de ferme qui sont à 500 mètres, 1 km, avec des gens sur le toit, donc on sait qu'ils nous ont vus, qu'ils ont entendu le crash. La peur est là, car on ne sait pas comment la journée va se terminer. Et finalement, les hélicoptères arrivent pour vous porter secours? On voit cette hélico porte arrière ouverte, avec un GI assez baraqué, avec une énorme mitrailleuse en bandoulière, qui nous fait signe de monter dans l'hélico. Il redécolle et on est parti. Direction de l'inconnu, mais chez les amis. Pourquoi on retourne dans un pays en guerre après une telle expérience? On a envie de remettre le pied à l'étrier. On repart ensemble avec mon navigateur. Parce on voulait voler ensemble pour conjurer le sort. Voilà, 1 mois et demi après, on était sur la Libye ensemble, dans le même avion, dans le même contexte.